Tout d'abord, je voudrais remercier le professeur Marc Fontcave de m'avoir invité. Toujours un plaisir de parler de flavine. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous parler, comme le titre l'indique, de flavine et d'enzymologie d'acides nucléiques. Et on va voir ensemble que la flavine n'est pas ce vieux coenzyme redox vraiment ennuyeux, quoi. Alors, brièvement, la flavine est connue pour être un coenzyme redox, l'un des coenzymes redox le plus versatile dans la nature, puisqu'il est impliqué dans divers processus biologiques, dont la modification des acides nucléiques, plus particulièrement des ARN. On parle de phénomènes d'épitranscriptomique ou d'RNA épigénétique. Alors, brièvement, parce que Marc vous en a parlé, la flavine est un agent de transfert via la stabilisation d'intermédiaires de l'isoalloxazine, donc transfert d'électrons, c'est sa fonction connue, transfert d'hydrure, transfert d'oxo, transfert de protons, et à l'instar des vieux films de Columbo où dès le départ vous connaissez le coupable, je vous présente ici le coupable, qui est une flaviniminium que nous avons découverte et qui est impliquée dans des transferts de méthylène dans des réactions de méthylation du DUMP et d'ARN. Alors, un bref rappel de ce que sont les modifications des ARN, je ne vais pas m'éterniser. Je dirais que l'histoire des modifications a débuté dans les années 60, lorsque Hawley, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel en 68, a pu purifier des ARN et les séquencer, des ARN extraits de levure. Et il a montré qu'au-delà des 4 bases canoniques qui constituent le polymère d'ARN, c'est-à-dire le C, le A, le G et le U, ces ARN contenaient des nucléosides portant des bases modifiées. À l'époque, il en a identifié 17. Je vous en ai rapporté quelques-uns. Vous voyez les modifications et leurs symboles en rouge. Vous avez de la dihydrouridine, de la 5-méthyluridine dont je vais vous parler, et d'autres modifications, dont des modifications complexes. De nos jours, il existe plus d'une centaine, 130 modifications répertoriées dans des bases de données, et la plupart des grands ARN, des gros ARN, subissent des modifications, mais sur ce schéma, vous pouvez voir que l'ARN de transfert est celui qui porte la plus grande diversité en termes de modifications chimiques. Certaines modifications sont conservées à travers le vivant, c'est le cas de la 5-méthyluridine dont je vais vous parler, d'autres sont spécifiques d'un domaine de vie donné. Alors, ces modifications sont introduites post-transcriptionnellement, c'est comme étape de maturation des ARN qui vont conduire à des molécules fonctionnelles, des macromolécules fonctionnelles, et elles sont introduites par des enzymes qui vont reconnaître spécifiquement la base à modifier, des enzymes qu'on appelle enzymes de modification d'ARN. Alors, la fonction de ces modifications est diverse et variée. Elles stabilisent certaines structures secondaires, tertiaires des ARN, des tiges-boucles, des boucles de différentes tailles, et du coup, cette stabilisation va faire qu'elles ne vont pas être reconnues par des RNases et ne vont pas être dégradées. C'est pour ça qu'on parle de contrôle qualité. Elles assurent une fonction de contrôle qualité. Elles sont aussi importantes pour l'efficacité et la fidélité de la traduction, et ils peuvent servir d'adaptation, par exemple avec température, mais aussi, dans le cas de bactéries, l'acquisition de résistance par méthylation, par exemple, d'ARN ribosomique. Alors, on rentre dans le vif du sujet, et l'une des modifications la plus conservée, c'est la 5-méthyluridine qui résulte d'une méthylation du carbone 5 de l'uracile d'uridine. On l'appelle la ribothymidine, et elle est retrouvée dans des ARN de transfert et des ARN ribosomiques. Elle est synthétisée, cette 5-méthyluridine, on parle de M5U, par des enzymes qu'on appelle les M5U méthyltransférases. Alors, il s'avère qu'on a du M5U dans l'ADN, mais sous forme de thymidine, mais sa biosynthèse se fait en amont, par méthylation du DUMP, par des enzymes, par l'uracile du DUMP, par des enzymes appelées thymidylate synthase. Ce sont des enzymes vitales, donc elles synthétisent le DTMP,
Le DTMP est ensuite pris en charge par des thymidylate kinases qui double phosphorylent le DTMP en DTMP, en DTTP, puis le DTTP est pris en charge et incorporé dans l'ADN par l'ADN polymérase dans le processus réplicatif. Alors je vous ai dit, on trouve la 5-méthyluridine dans les ARN de transfert. Ici, c'est une structure cristallographique d'un ARN de transfert phénylalanine, de Saccharomyces cerevisiae, et le M5U est retrouvé dans les ARN de transfert de façon invariable à la position 54. Et cette uridine 54 fait un appariement de base avec l'adénine 58, un appariement de type Hookston reverse. Et cette méthylation de l'uridine 54 stabilise cette interaction de sorte qu'elle va structurer cette boucle qui contient donc le M5U, structure la boucle, et elle permet de maintenir du coup cette structure particulière tertiaire de l'ARN de transfert qu'on parle, cette région est appelée coude. Donc elle a un rôle structural. Alors, on retrouve aussi du M5U dans des ARN ribosomiques. Ici, ce sont des structures cryo-M du ribosome de coli. On en trouve en position 747 et en position 1939. À gauche, vous avez une structure du ribosome de mitochondrial humain. On en trouve en position 1076. Alors, il est intéressant de noter que la nature a inventé deux systèmes enzymatiques de biosynthèse du M5U54 dans les ARN de transfert. Alors, la première enzyme, elle s'appelle TRMA, c'est l'enzyme la plus abondante. On la retrouve dans la majorité des organismes, des eucaryotes, des bactéries, notamment chez l'homme, chez coli. Elle a été la première méthyltransférase découverte dans les années, si je me souviens, 55 par Borek. Et pourquoi elle s'appelle TRMA? Parce que pour tRNA méthyltransférase, c'est la première à avoir été découverte. Et c'est une enzyme qui utilise la SAM comme donneur de méthyle. 50 ans après la découverte de TRMA, Henri Grosjean a découvert une seconde M5U, méthyltransférase qu'il l'a appelée TRMFO pour tRNA méthyltransférase folate dépendante, et elle est retrouvée exclusivement dans les grammes plus. Elle est retrouvée exclusivement dans les grammes plus. C'est une flavoenzyme, AFAD, et elle utilise non pas la SAM, mais le méthylène tétrahydrofolate, que vous voyez ici, comme donneur de méthylène, et le NADPH, probablement, le NADPH, ça n'a pas été démontré, comme source d'hydrure pour réduire ce méthylène en groupement méthyle. Donc on parle de méthylation réductive. Alors, brièvement, je voudrais vous montrer le mécanisme de TRMA. C'est un mécanisme classique conservé pour les méthyltransférases, les C5 pyrimidines méthyltransférases, que ce soit à ADN ou à ARN. Alors, le mécanisme commence toujours par une addition de Michael, une activation du C5 ici, par l'addition d'une cystéine, une addition de Michael, une cystéine du site actif qui joue le rôle de nucléophile. Vous activez la position C5, vous fermez cet énolate. Cet énolate va attaquer le méthyle, le groupe méthyle électrophile, transfert du méthyle, puis déprotonation du C5 par une base, et vous restaurez l'aromaticité et vous libérez l'ARN. Alors, le groupe de Stroud aux États-Unis en 2008 a réussi, il a obtenu une structure d'un mutant de TRMA dans laquelle la base a été mutée en alanine. C'est un aspartate, si je me souviens bien. Et il a cristallisé l'enzyme, ce mutant, en présence d'un petit ARN, un fragment de l'ARN substrat, de l'ARN de transfert, contenant le U54, et en présence de SAM.
Et il a réussi par cette stratégie à isoler cet intermédiaire covalent. Donc vous voyez ici la densité électronique, vous voyez le lien covalent entre la cystéine et le C6, et le groupement méthyle ici sur le C5. Alors, revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la flavine. En 2009, un groupe japonais de Nureki a obtenu 3 structures de TRMFO, de Thermus thermophilus, dont une en complexe avec un produit de réaction qui est le tétrahydrofolate. Alors cette protéine, cette TRMFO est organisée en 2 domaines. Un domaine catalytique qui porte la flavine, qui est du FAD, et qui adopte un repliement de type Rossmann-Fold, et un domaine ici, qu'on appelle domaine d'insertion, qui vient s'insérer dans ce domaine catalytique. Ici, vous avez un zoom sur le site actif, où vous voyez le FAD, et le tétrahydrofolate qui est pris en sandwich entre face de l'isoalloxazine et l'imidazole, un imidazole d'une histidine conservée. Alors, mon histoire avec TRMFO a commencé avec ce test d'activité. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de cette enzyme. Alors, c'est un test d'activité réalisé sur une protéine recombinante de Bacillus subtilis. Le test d'activité a été réalisé sur un transcrit d'ARN de transfert radiomarqué dont les uridines sont marquées en P32 et l'analyse des produits de réaction se fait par TLC bidimensionnel. Donc vous voyez, vous formez le produit et vous quantifiez le produit en fonction du temps. Donc là, vous avez une cinétique de formation du produit. Et ce qui était surprenant, c'est que cette enzyme était active en absence de sources exogènes de méthylène tétrahydrofolate et d'ATPH. Elle formait effectivement du M5U. L'analyse ensuite par masse, par MALDI, on a répété l'activité sur de l'ARN de transfert froid, on a analysé par MALDI le produit, et ce qu'on observe, c'est que cette enzyme forme du M5U. Donc c'est une méthylation spécifique de la position 54, du M5U 54. Alors, cette cinétique monoexponentielle cette cinétique a été traitée par une monoexponentielle, ce qui donne une constante de vitesse observée de 0,44 par minute. Je vous demanderai de vous souvenir de ce chiffre. Donc, ça veut dire que cette enzyme fraîchement purifiée avait en son sein copurifié un donneur de méthyle. Alors, la protéine purifiée était verte. Et pour un flavo-enzymologiste, le vert signifie un mélange de couleurs, du jaune, qui est la couleur de la flavine oxydée, et du bleu, qui est la couleur de la semi-quinone neutre, le FADH point ou FMNH point. Donc on avait un mélange, un mélange de couleurs. Quand on regarde le spectre d'absorption UV visible de cette protéine fraîchement purifiée, on voit bien effectivement une bande ici qui est la signature d'un radical neutre, mais cette bande est shiftée vers le rouge d'à peu près 20 ou 25 nanomètres par rapport à ce qu'on peut observer pour des radicaux neutres. Donc le radical était dans un environnement assez particulier. On a ici une bande qui correspond à de la flavine oxydée, et une bande ici que j'appellerais T3, qui ne correspond pas à une bande de flavine réduite, hydroquinone. Alors, ce sont des espèces stables, qu'ils évoluent par contre lentement vers la forme oxydée. Après 20 heures, vous voyez le spectre en pointillé, vous obtenez une forme de flavine, une forme de spectre qui correspond à de la flavine oxydée. Alors, en collaboration avec Sonnen à Saclay, qui a réalisé la RPE, il a confirmé qu'il s'agissait bien d'un radical flavine, un radical organique flavine, mais le radical était assez bizarre parce qu'il avait des valeurs de G supérieures à ce qui était observé pour des systèmes enzymatiques, flavo-enzymatiques, qui stabilisent des radicaux, que ce soit neutres
FADH- ou FMNH- et anionique, FAD-. La semi-quinone rouge. Donc on a creusé un peu plus et on a traité l'enzyme avec du ferricyanure. C'est un spectre d'absorption ici en noir, vous voyez, de l'enzyme fraîchement purifiée, traité avec le ferricyanure. Vous perdez le radical, il n'y a plus de radical. Par contre, la bande T3 reste présente. Ce qui nous a permis de calculer un spectre que vous voyez ici, qui correspond au spectre de cette espèce T3, et qui ne ressemble pas du tout à un spectre de flavine hydroquinone, FADH- ou FADH2, mais plutôt d'un adduit. Et tout à l'heure, vous avez vu dans le cours de Marc, vous aviez ce genre de spectre pour, par exemple, un hydroperoxo, le C4 hydroperoxo de flavine. L'hydroperoxo n'est pas stable à l'air. Là, cette espèce est stable à l'air. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette espèce T3 est fluorescente. Or, les espèces réduites ne sont pas fluorescentes. Pourquoi? Parce qu'elles se désexcitent extrêmement rapidement via une dynamique butterfly, papillon, de l'isohaloxazine. Donc, vous avez, après excitation, vous avez donc cette flavine excitée, la flavine excitée réduite, qui va aller se relaxer le long d'un champ de potentiel jusqu'à une intersection conique qui va désexciter le système. Et ce qu'il avait été montré dans les années 80 par Gisela, c'est que des adduits N5 à basse température étaient fluorescents. Pourquoi? Parce que la basse température rigidifie le système et vous n'avez plus ce mouvement butterfly et donc vous récupérez de la fluorescence. Donc on était devant une espèce, effectivement, probablement un adduit N5 dans un environnement contraint. Alors on a analysé par masse ensuite ce qui était libéré de la protéine après dénaturation. Et l'analyse par Maldi, qui a été réalisée par Vincent Guérino à l'ICSN, montre que ce qui est libéré de l'enzyme, c'est que de la flavine oxydée, et il n'y a pas d'autres petites molécules, notamment le folate. On pourrait se dire que l'enzyme a été copurifiée avec du folate. Ce n'est pas le cas. La réponse est venue de l'analyse par LC-MS en infusion directe de l'enzyme entière. Là, vous avez donc un spectre de masse de l'enzyme entière et on observe deux pics. Un premier pic qui correspond à la protéine APO, correspond à la masse attendue pour un TRMFO APO, et un deuxième pic qui diffère du premier, plus 800. Alors, quand on a regardé les petites masses, effectivement, on a effectivement trouvé un pic qui correspond à ce plus 800, qui correspond à une masse attendue pour un FAD plus 14. Et 14 est un méthylène. Quand on a doublement fragmenté cette espèce, on a pu effectivement assigner ce pic plus 800 à cette espèce de flaviniminium, qui d'ailleurs contient tous les ingrédients pour faire une méthylation réductive, un méthylène et 2 électrons plus un proton. Alors, cette espèce est attachée covalemment à l'enzyme, si vous vous rappelez, puisque vous voyez, vous avez cette espèce, le plus 800, est attachée covalemment. Par quel lien? Alors, on a fait une analyse d'empreinte peptidique de l'enzyme holo et on a comparé à la peau. Et on a effectivement déterminé que cette flavinéminum était ancrée à une cystéine, la cystéine 53, qui est conservée à travers les TRMFO. Et l'ancrage à cette flavinéminum se faisait par le méthylène. Donc, ceci nous a permis d'attribuer une structure chimique à cette espèce T3 du spectre d'absorption, qui est la suivante, où vous avez une flavine réduite ici, et un adduit, donc, où vous avez un méthylène qui est pris en sandwich entre le N5 de la flavine et le soufre d'une cystéine conservée. Et le radical bizarre qu'on observait, est probablement issu, c'est un produit d'oxydation à un électron,
qui est stabilisé cinétiquement dans la protéine, qui donne effectivement ce radical. Alors ici, c'est la structure de TRMFO de Thermus thermophilus, vous voyez l'isoalloxazine, et cette cystéine 53 qui pointe effectivement vers le N5, et vous avez un espace ici où vous pouvez facilement fitter un CH2. Alors ce qui est intéressant, c'est que la mutation de cette cystéine donne une protéine purifiée recombinante jaune avec un spectre typique d'une flavine oxydée. Nous avons aussi, Sun Eun a pu refaire des calculs DFT sur des modèles de radicaux dans lesquels ici la cystéine a été remplacée par un CH3, et là, avec lux facta est, il observait des valeurs de G qui étaient effectivement compatibles, similaires à ceux observés pour TRMFO, donc ça valide en quelque sorte aussi la structure de cet aduit. Alors, cet aduit que vous voyez, dont on a déterminé la structure, se fait consommer par l'ARN en anaérobiose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on part d'une protéine qui a été traitée par le ferricyanure, on se débarrasse du radical, tout ça en anaérobiose, et on ajoute l'ARN, et on déclenche l'oxydation, on suit l'oxydation de la flavine. Donc la consommation de cet aduit par l'ARN. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la cinétique, ici que vous voyez, de consommation de cet aduit s'effectue à une vitesse de 0,5 avec une constante de vitesse de 0,5 par minute, qui est similaire à la vitesse, à la constante de vitesse qu'on avait obtenue par le test d'activité. Donc ça veut dire qu'on a été devant une étape limitante qui se produisait avant le transfert de méthyle. Tous ces résultats nous ont permis de proposer une première partie du mécanisme de formation de cette flavine iminium et de l'aduit covalent avec l'enzyme. Alors, on part de la flavine oxydée, qui est réduite sous forme de FADH-, la flavine hydroquinone. Pourquoi FADH-? Parce que à côté du N1, ici, il y a une arginine dans la structure, une arginine conservée dans la structure une arginine présente dans la structure de Thermus thermophilus et qui est conservée à travers les TRMFO. Donc, on suppose qu'il s'agit bien de la forme anionique de l'hydroquinone. Activation du méthylène tétrahydrofolate sous sa forme iminium. Donc, attaque nucléophile du N5 sur ce méthylène, iminium du méthylène tétrahydrofolate, donc une addition-élimination, et vous transférez le CH2 du folate sur le N5. Cet intermédiaire flavine-iminium pouvant être très réactif, en l'absence d'ARN, on le protège par une liaison covalente avec la cystéine. Alors, on propose qu'effectivement, c'est cette espèce qui est l'agent méthylant, et donc le passage ici de cette espèce covalente, qui est en quelque sorte une forme de stockage de l'espèce flavine-iminium, donc le passage de cette espèce à celle-là devra nécessiter une activation. Alors j'en parlerai plus tard. Alors il s'avère que cette cystéine, donc 53, qui est conservée, au-delà de son rôle de nucléophile chimique, je dirais, elle a aussi un rôle structural. Et ça, on l'a montré par différentes techniques, dont de la protéolyse ménagée. On a montré qu'effectivement, la mutation de cette cystéine affectait l'accessibilité de la trypsine à cette boucle. On a aussi fait des études plus poussées, mais je ne rentrerai pas dans le détail parce que je n'aurai pas le temps, des études plus poussées par haute pression hydrostatique, une étude
de stabilité conformationnelle de ce mutant. Alors, brièvement, ce sont des techniques que nous avons développées dans les années bien longtemps. Je ne dirai pas la date, hein, ça remonte à très loin, mais dont j'ai accès et dont j'ai contribué à monter en collaboration avec Gaston Huet-Bonroy, qui était mon directeur de thèse, et Mike Marden. Donc là, vous avez toute une série de spectroscopies sous pression. Là, vous avez de l'absorption sous pression, de la fluorescence. Moi, j'ai contribué à monter, vous voyez, laser flash photolyse éclair sous pression, qui permet de suivre des phénomènes dynamiques. Alors, brièvement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qu'on a montré par cette étude de pression, c'est que la mutation de cette cystéine n'affecte pas globalement la stabilité de la protéine via les delta G, les valeurs de delta G et delta V, qui correspondent à un équilibre à deux états N donne D, mais la mutation affecte le site actif, la flavine. Une deuxième technique que nous avons utilisée pour montrer l'effet de cette cystéine sur la conformation de TRMFO est le quenching de fluorescence, extinction de fluorescence de deux sondes internes de la protéine par l'iodure de potassium. On a traité ça par un modèle de type Stern-Volmer modifié, mais globalement, ce qu'on observe, donc les deux sondes internes fluorescentes sont les tryptophanes de la protéine. La protéine a deux tryptophane, un tryptophane en position 283 qui est exposé au solvant, l'autre qui est enfoui, et la flavine qui, elle, est fluorescente. Et ce qu'on a montré, c'est que la mutation affecte l'accessibilité d'un facteur 6 du tryptophane 286 et d'un facteur 10, l'accessibilité à la flavine. Donc, cette mutation a changé la conformation de l'enzyme. Donc il y a un couplage entre cette cystéine, alors on ne sait pas par quel mécanisme, mais cette cystéine contrôle l'accessibilité au site actif. Alors je reviens sur le mécanisme donc de proposition de formation de cette flavine iminium, mais pour passer de cet aduit covalent à cette flavine iminium, vous devez l'activer. Et donc, pour investiguer le mécanisme, nous avons étudié la stabilité de ces espèces à l'air, à différents pH, et on a suivi leur décomposition par UV visible, absorption UV visible, leur décomposition en flavine oxydée. Et ce qu'on remarque, c'est que cette flavine, cet aduit réduit, se décompose facilement, voilà, plus vite, à pH acide qu'à pH basique. Très stable à pH basique, vous voyez, n'évolue pas. Alors que le radical a un comportement inverse. Alors on a un petit peu creusé tout ça, et on a traité les cinétiques avec un modèle minimal, mathématique, qui est le suivant. Donc on part de cet aduit covalent, rupture du lien entre la flavine iminium et la protéine, puis hydrolyse. Alors, bon, pour simplifier le modèle, hein, je n'ai pas mis, mis une réaction réversible. L'hydrolyse de cette flavine iminium libère premièrement le formaldéhyde, puis et la flavine réduite qui réagit rapidement avec l'oxygène pour donner du FAD. Et alors, un traitement numérique de ces cinétiques nous ont permis de déduire que la vitesse K1 est l'étape limitante et que cette vitesse augmente à bas pH et elle diminue à pH basique. Alors, en collaboration avec Martin Field, il y a eu des calculs qui ont été faits sur cette réactivité de ces espèces à différents pH, et des calculs DFT, et il a montré qu'effectivement la rupture de ce lien CH2S par protonation de la cystéine est un processus énergétiquement favorable
alors que sa rupture par attaque ici nucléophile de H- sur le CH2 doit nécessiter le franchissement d'une barrière. Ce qui nous a permis du coup de proposer un mécanisme d'activation de cet aduit par protonation de la cystéine qui libère enfin cette flavinie-iminium. Alors, l'une des stratégies pour montrer que c'est bien la flavine-iminium qu'est l'agent méthylant serait d'activer une version apoprotéine de TRMFO avec une flavine-iminium synthétique. Alors, la première étape consiste à obtenir une version apoprotéine. Il s'avère qu'il a été difficile d'obtenir cette version apoprotéine de la forme wild-type, puisqu'elle a différents aduits covalents, mais surtout, elle a une affinité extrêmement forte pour la flavine de quelques nanomolaires. Donc, pour former l'apoprotéine, on s'est dirigé vers une autre stratégie, qui est l'utilisation de la mutagénèse dirigée, pour fragiliser en quelque sorte le lien flavine-apoprotéine. Et ce qu'on a remarqué sur l'analyse structurale de TRMFO, c'est que cette isolaoxazine stack contre une tyrosine qui est conservée et que nous avons décidé de muter en analine ou en phénylalanine. Et en effet, quand nous avons fait ça, nous avons produit la protéine recombinante qui était apoprotéine. Donc, on a réussi à obtenir une apoprotéine. Cette apoprotéine était capable, par des études de stop flow, de lier du FAD. Et on a pu, par des études dynamiques, de liaison du FAD à l'apoprotéine et de dissociation, en déduire une valeur de KD pour le FAD oxydé qui était de 0,5 micromolaire. Mais ce qui était intéressant de noter, c'est que ces mutants tyrosine reconstitués avec de la flavine oxydée fixaient la flavine après une gel filtration, comme le montre le spectre d'absorption ici, vous voyez, du mutant, que ce soit le mutant Y346A ou Y346F, il conserve la flavine oxydée. Alors, maintenant qu'on a la version apoprotéine, nous sommes attaqués, et ça a été un travail de thèse de Charles Bounader, qui a fait sa thèse au laboratoire. Il fallait synthétiser cette flavine-iminium. Donc l'approche synthétique que nous avons choisie, c'est de faire réagir la flavine libre, oxydée réduire la flavine oxydée avec du dithionite pour former cette hydroquinone. Nous l'avons fait réagir avec le chlorométhylméthylsulfide, qui donne en quelque sorte ce mimique de l'aduit covalent, vous vous rappelez, N5CH2S, isolé en TRMFO. Et ce dernier se décompose normalement en flavine-iminium. Donc nous l'avons isolé et nous l'avons analysé par masse. Et comme vous pouvez le remarquer, on réobtient ce plus 800 qu'on avait observé dans les expériences de masse de TRMFO, ce qui se libérait de TRMFO, cette flavine-iminium. Donc, nous étions en présence devant une espèce flavine-iminium. Nous l'avons reconstitué avec... Donc ça, c'est le spectre de cette flavine-iminium. Nous l'avons reconstitué avec l'apo mutant, l'apo TRMFO Y346A, et cette flavine-iminium synthétique fixe parfaitement l'apoprotéine. Nous l'avons vérifié d'ailleurs par incubation de l'apoprotéine avec cette flavine synthétique, et après une gel filtration, on a mesuré le spectre d'absorption qui est là, et elle garde, après une gel filtration, cette flavine synthétique. Alors, ce qui était exceptionnel, c'est que cette apoprotéine reconstituée avec ce produit synthétique activait l'ARN, méthylait l'ARN. Donc, le test consiste à prendre cette apoprotéine reconstituée et lui donner et l'incuber avec un transcrit d'ARN.
Et on a analysé l'ARN, et ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est qu'on formait du M5U54. Donc, on activait TRMFO. Alors, maintenant qu'on a vu que la flavinyliminium était probablement cet agent méthylant, comment on active l'ARN? Et comme je vous ai dit, comme la plupart des C5 pyrimidines méthyltransférases, vous avez besoin d'une préactivation du C5 par une addition de Michael, en général d'un nucléophile qui est une cystéine. Et l'une des procédures pour identifier un nucléophile est l'utilisation d'un petit ARN fluoré, un petit ARN substrat fluoré qui contient au niveau du carbone 5 un fluor. Donc nous avons décidé de travailler sur un fragment d'ARN qui est le suivant, et nous sommes assurés en quelque sorte que ce petit fragment était bien un substrat de l'enzyme, qui a été méthylé. Alors, quand on a incubé, brièvement, ce qui est attendu normalement, c'est la chose suivante, c'est que vous partez de cette base fluorée, donc activation par addition d'un nucléophile, vous attaquez le méthylène électrophilique présent sur l'iminium, et vous arrivez à un complexe covalent que vous pouvez analyser soit par masse, soit en général sur un gel SDSPH dénaturant. Alors, la protéine a 3 cystéines. La protéine TRMFO de Bacillus subtilis a 3 cystéines, dont une cystéine ici 193 qui est impliquée dans des ponts disulfures dans d'autres homologues. Donc, en quelque sorte, on se retrouve avec 2 nucléophiles potentiels. Alors, nous avons effectivement incubé donc, la protéine avec le dérivé fluoré du substrat. Et ici, c'est le résultat que nous avons obtenu. Ici, vous avez, sur un gel SDSPH, vous avez une bande qui correspond à TRMFO et une bande au-dessus, ici, qui est ralentie, qui correspond bien à la taille attendue pour le complexe TRMFO ARN, un complexe covalent TRMFO 5FU. Alors, le pré-traitement de l'enzyme avec de l'iodoacétamide inhibe la formation de ce complexe covalent, ce qui est une indication que l'iodoacétamide aurait possiblement alkylé des cystéines. Alors, on a répété l'expérience avec des mutants cystéines, et en présence, alors quand on a fait ces tests, on a rajouté du folate, et on a rajouté aussi le NADPH. La cystéine C53 continue à former ce complexe covalent. Par contre, la cystéine 226 ne peut plus faire de complexe covalent, ce qui indique que c'est probablement cette cystéine qui joue le rôle de nucléophile. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est que cette cystéine se trouve à plus de 20 Armstrong du site actif. Et à un moment ou un autre, durant la catalyse, elle devra se retrouver dans le site actif pour activer l'ARN. On ne sait pas par quel mécanisme. Ceci reste à être déterminé. Alors, pour conclure, nous arrivons au mécanisme de méthylation. Donc, on part de ces adduits, on active, on forme cette flavidaminium, on active le carbone 5, on forme un adduit covalent ARN protéine qui va attaquer l'iminium. Arrivé ici, abstraction d'un proton en C5, relargage de la flavine réduite, formation d'un méthylène exocyclique qui se fait réduire par un transfert d'hydrure pour donner le groupement méthyle, le M5U54. Alors maintenant, avec le temps restant, je vais vous parler du M5U, de la méthylation du DUMP par les thymidylate synthase. Comme je vous ai dit, on retrouve aussi du M5U dans l'ADN, et sa biosynthèse se fait en amont par méthylation du DUMP en DTMP par les thymidylate synthase. Et ce qui est intéressant, c'est que la nature aussi a inventé 2 systèmes de méthylation du DUMP. Le premier système est représenté par l'enzyme TAIA, qui est l'enzyme la plus abondante
L'homme, d'ailleurs, a cette enzyme, on l'appelle TIM-S. Elle est d'ailleurs l'une des cibles d'anticancéreux, traitement à la 5-FU. Donc, c'est des enzymes vitales. 50 ans, d'ailleurs, ça a été, je m'en souviens, ça a été la première M5U, méthyltransférase, découverte avant même TRMA. 50 ans après, plus de 50 ans après la découverte de Taya, un groupe à Orsay, microbiologiste, Danu Milicaliu, a découvert une deuxième enzyme, TAIX, dans des organismes qui ne présentaient pas de Taya. Notamment des archées comme Pyrococcus abyssini, de nombreux pathogènes, Mycobacterium, l'anthrax. Donc, va sans dire que c'est probablement une cible d'antibiotiques potentielle, puisqu'elle est vitale. Et ils ont montré que cette enzyme TAIX était une flavoenzyme à FAD et qu'elle utilisait le méthylène tétrahydrofolate comme source de méthylène et le NADPH comme source d'hydrure. Donc là, vous voyez une illustration parfaite de ce qu'on appelle une évolution convergente. Quand vous comparez le mécanisme de TAIX avec TRMFO, vous partez de deux solutions indépendantes et vous arrivez à un mécanisme assez similaire. Alors, je voudrais brièvement vous rappeler, comme j'ai fait pour TRMA, le mécanisme de Taya, qui est extrêmement bien connu, il y a plus de 50 structures, bon, c'est un système parfaitement maîtrisé. Pareil, on commence par l'activation de la base, avec l'addition d'une cystéine sur le C6, activation du méthylène tétrahydrofolate, formation de ce complexe ternaire par attaque de l'énolate sur le méthylène, arrachage ici d'un proton par une base, qui est une tyrosine, formation donc du méthylène exocyclique, et là, la réduction du méthylène en groupe méthyle se fait par transfert d'hydrure du premier produit de réaction, qui est le THF, pour donner le méthyle et du DHF. Alors, Stroud, dans les années 96, a obtenu d'ailleurs une structure de cet intermédiaire en utilisant de la 5-FU MP, en co-cristallisant donc l'enzyme avec de la 5-FU-MP et du méthylène tétrahydrofolate. Et là, vous voyez effectivement le lien covalent avec cette cystéine, le fluor qui est ici, et le lien covalent du folate sur le C5. Alors, qu'en est-il de TAIX ? Durant ces 20 dernières années, il y a eu une flopée de mécanismes proposés pour TAIX. Je vais essayer de vous les décrire, si j'ai le temps. Alors, le premier mécanisme a été proposé donc, en 2004, et il consiste en l'activation d'abord de la base, ici, du C5 par une addition d'une sérine, qui va donner l'énolate, attaque du C5 sur le méthylène tétrahydrofolate, puis transfert du méthylène tétrahydrofolate sur le C5, vous formez le méthylène exocyclique sur la base nucléotidique, et vous finissez la réaction par un transfert d'hydrure qui provient du N5 sur ce méthylène, et vous libérez la sérine. Et vous formez par ce mécanisme du N5U. 5 ans après, un papier publié dans Nature propose un mécanisme fascinant, où là, dans ce mécanisme, l'activation ne se fait pas du tout par attaque nucléophile d'une sérine, puisqu'ils ont muté cette sérine et ils ont montré que l'enzyme était parfaitement active, mais que l'activation se faisait directement par un transfert d'hydrure du N5 sur le C6. Un peu à l'instar des dihydrorotates déshydrogénase ou des dihydroruridine synthase, c'est des mécanismes de réduction d'uridine. Donc, vous formez cette espèce qui va attaquer le méthylène tétrahydrofolate, puis, arrivé à ce stade-là, comme vous avez déjà reçu les électrons, vous avez un réarrangement, où vous avez une migration ici du H sur le CH2. 3 ans après, un nouveau mécanisme a été proposé.
et on a abandonné le mécanisme d'activation de la base par transfert d'hydrure provenant de la flavine. Et ils ont proposé, dans ce JAK de 2012 et ce Biochemistry, une activation de la base par polarisation de la base. Une fois la base polarisée, vous formez une charge ici négative qui va attaquer le méthylène tétrahydrofolate. Rebelote, vous arrivez à cet méthylène exocyclique, et là, le transfert de flavine se fait sur le C6. Et vous réduisez cet iminium en cette double liaison, cet iminium, et là, pareil, réarrangement pour donner le CH3. Donc, en veux-tu, en voilà, ça continue. Un autre mécanisme où là, il propose un transfert du méthylène tétrahydrofolate sur une arginine. Le problème, c'est que la mutation de cette arginine, l'enzyme est toujours active. Bon. Puis, arrivé à ce stade-là, où vous avez transféré le méthylène sur l'arginine, vous avez une activation de l'uracile du DEMP par un transfert d'hydrure, et pareil, vous avez une attaque du C5 sur le méthylène, transfert du méthylène, et là, réarrangement. Un cinquième mécanisme, en 2014, assez dithyrambique, où là, vous avez une préactivation de la base par transfert d'hydrure, puis, donc vous formez cette espèce, vous transférez, donc vous attaquez le méthylène, puis ici, arrivé à ce stade, la flavine va venir réoxyder cet intermédiaire, et vous arrivez à ce stade-là où vous avez deux solutions. Soit la flavine réduite qui a été obtenue va attaquer le C6 et vous allez libérer le tétrahydrofolate, et vous vous retrouvez ici, avec cet intermédiaire, le méthylène exocyclique réarrangement, ou alors, par polarisation du site actif, par polarisation de la base, vous dissociez le tétrahydrofolate, et là, la flavine réduit cet iminium et réarrange. Cependant, tous ces mécanismes n'étaient pas validés par une structure clé de TAIX de Thermotoga maritima qui a été obtenue par Cohen en 2012 dans un PNAS, qui est la structure du complexe de TAIX avec le DUMP et le méthylène tétrahydrofolate, TAIX étant oxydé. Donc vous n'avez pas la réaction qui se produit. Et là, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a des arginines proches du DMP, à proximité du DMP, qui peuvent confirmer effectivement ce processus, ce mécanisme de polarisation de la base. Par contre, tous les mécanismes cités précédemment, à part le mécanisme qui fait intervenir cette arginine, mais tous les mécanismes ont une condition sine qua non qu'il faut que le folate soit à proximité de la base pour avoir un transfert du méthylène de la base sur le DEMP. Or là, le folate, le carbone qui est transféré est extrêmement éloigné du DEMP. Et la flavine est prise en sandwich entre ces deux substrats. Ce n'est que grâce à ce Science de 2016 que, je dirais, les choses se sont éclaircies. Une expérience fantastique, ici, qui est une étude de quench flow, où ils ont quenché la réaction. Donc, dans une seringue, vous avez la flavine réduite avec le DEMP. Dans l'autre seringue, vous avez le méthylène tétrahydrofolate. Et donc, vous mélangez et vous arrêtez à différents temps par de la soude. Un quenching, stopper la réaction par de la soude à différents temps. Et ils ont réussi à observer l'accumulation d'un intermédiaire. Et par des études cinétiques rapides de stop flow, ils ont montré que cet intermédiaire se produisait avant l'oxydation de la flavine réduite, ici qu'ils ont observé à 420. Alors, ils ont isolé cet intermédiaire, ils ont analysé par RMN. Et voilà la structure qu'ils ont obtenue. Ils ont obtenu une structure dans laquelle, ici, vous voyez un méthylène en C7 qui est pris en sandwich entre le C5 de la base et le N5 d'une flavine dégradée. La flavine dégradée par des conditions de quenching. Et cette expérience, notamment aussi avec des marquages, a permis de proposer un nouveau mécanisme
de Taix, sans précédent. Bon, il n'était pas tellement sans précédent puisque nous l'avions proposé un peu avant, mais bon, pour vendre à Science, il faut bien des mots-clés comme ça, dans lequel ce mécanisme fait intervenir cette flaviniminium comme agent médiateur dans le transfert de méthylène, où vous voyez un transfert, si vous voulez, de méthylène unidirectionnel. On part du méthylène tétrahydrofolate, transfert sur le FAD réduit. Une fois vous formez cette flaviniminium, vous transférez sur le C5 activé. Alors, ce qui diffère par TRMFO, soit c'est le mécanisme d'activation de la base, qui se fait ici par polarisation, et vous arrivez à ce méthylène, à cet intermédiaire, arrachage ici d'un proton H5, vous formez le méthylène hexacyclique et la flavine vient réduire ce groupement méthylène en méthyle. Donc, suite à ces résultats, nous avons appliqué avec Charles la même méthodologie qu'avec TRMFO. On a pris une version apoprotéine qui a été beaucoup plus facile à obtenir que celle de TRMFO et on l'a activée avec ce méthylène synthétique et on a montré qu'effectivement Taix était activé par la flaviniminium ayant formé du DTMP comme le montrent les traces d'HPLC. Donc c'était probablement un agent la flaviniminium était le coupable, était l'agent de méthylation dans Taix. Alors, il s'avère que l'une des questions dans l'enzymologie du folate est comment le méthylène tétrahydrofolate, qui est un intermédiaire clé dans le cycle du folate, donne son unité de carbone, donne son CH2. L'autre question est comment, qui est la réciproque, je dirais, qui est symétrique sur un miroir, c'est comment le tétrahydrofolate reçoit son CH2 pour former le méthylène tétrahydrofolate. Et un joli papier publié dans Nature récemment a montré qu'il y avait une interconnexion entre le cycle des folates et un nouveau cycle qu'il a appelé cycle du formaldéhyde. En effet, des enzymologistes avaient proposé cette idée saugrenue que le méthylène le formaldéhyde pouvait être une molécule relevante dans ces enzymes qui synthétisent le méthylène tétrahydrofolate. Et là, ils ont montré que le méthylène tétrahydrofolate se décomposait et donnait une source non négligeable de formaldéhyde et que ce formaldéhyde était une molécule relevante du métabolisme dans la biosynthèse de nucléotides. Alors, effectivement, je reviens sur cette idée clé que le formaldéhyde peut être un intermédiaire dans des enzymes du métabolisme du folate. En effet, quand vous regardez le méthylène tétrahydrofolate, il peut exister sous différentes formes, forme iminium, carbinolamine, et cette carbinolamine peut se hydrolyser et donner du tétrahydrofolate et du formaldéhyde. Et l'une des hypothèses, c'est que ce formaldéhyde pourrait être un intermédiaire, mais qui n'a jamais été démontré, dans des enzymes telles que la diméthylglycine oxydase, qui est une enzyme bifonctionnelle, qui est une flavoprotéine, ou alors la sarcosine oxydase, qui est aussi une flavoprotéine, et qui oxyde un substrat, pour le cas de la DMGO, oxyde la diméthylglycine en sarcosine, et transfère un carbone, un CH2, sur le THF pour donner du méthylène tétrahydrofolate. Et d'ailleurs, la structure obtenue en 2003 par David Lees et Nigel Scotton ont montré la structure de cette diméthylglycine oxydase, une enzyme bifonctionnelle avec un domaine FAD, où se situe le lieu de l'oxydation de la diméthylglycine en un intermédiaire. Et un CH2 doit être transféré à plus de 40 Armstrong via un CH2 doit être transféré du site FAD à plus de 40 Armstrong sur le deuxième site actif qui lie le tétrahydrofolate et qui va fusionner ce CH2, dont on ne connaît pas la nature, avec le tétrahydrofolate pour donner du méthylène tétrahydrofolate.
Et l'une des hypothèses qui n'a jamais été démontrée, c'est que le formaldéhyde pourrait être la source de méthylène. Alors, nous avons décidé d'appliquer ça à TAX. Et on s'est dit, est-ce que le formaldéhyde pourrait être une source de méthylène? Et des tests d'activité réalisés par Muriel Lombard et analysés par Philippe Simon et Reben ont montré que quand vous prenez TAX, que vous la réduisez, vous ajoutez le formaldéhyde et le DUMP, vous faites du DTMP. Cette expérience aussi, donc le DTP ici a été, la formation de DTP a été suivie par RMN, on a fait ça aussi, il y a eu des marquages, on a suivi par masse, et ça, le résultat est solide, l'enzyme peut utiliser le formaldéhyde à la place du méthylène tétrahydrofolate et peut l'incorporer dans le DTMP. On a aussi, en collaboration avec Bruce Paul-Flay, qui a d'ailleurs travaillé sur les N-oxo que vous avez présenté, Marc, il a fait du stop flow et il a suivi la réaction entre TAX réduit dans une seringue, vous avez TAX réduit, donc réduit stoichiométriquement avec du dithionite, DUMP, et dans l'autre seringue, vous avez du formaldéhyde. Et il a mixé et il a suivi l'absorption à 420 nanomètres. Et ce qui est exceptionnel, c'est que, alors vous avez le témoin qui a été fait avec le donneur de carbone naturel, je dirais que le méthylène tétrahydrofolate. Mais cette courbe ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les courbes qui ont été faites avec le formaldéhyde. Et ce que vous voyez quand vous suivez le trace à 420, vous avez une diminution d'absorption à 450 qui pourrait être attribuée à la réaction de la flavine réduite avec le formaldéhyde et la formation, probablement, d'une carbinolamine. Puis, une fois que vous formez cet intermédiaire réagit dans une deuxième étape avec le DUMP et vous consommez les équivalents réducteurs de la flavine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous tracez les vitesses, les constantes de vitesse de ces phases à différentes concentrations de formaldéhyde en fonction de la concentration de formaldéhyde, vous avez une courbe hyperbolique, une isotherme, qui vous fait penser à la formation d'un complexe entre l'enzyme et le formaldéhyde, un complexe de type Michaelis. Donc, la liaison semble être spécifique avec le formaldéhyde. Alors, il s'avère que quand vous prenez l'enzyme TAX réduite et que vous lui ajoutez du formaldéhyde, elle donne un spectre d'absorption ici d'une espèce qui est, ma foi, assez similaire à des modèles de flavine carbinolamine, adduit N5 carbinolamine, qui ont été faits dans les années 70 par Emmerich, ici, qui montrent des spectres qui sont assez similaires d'adduit N5 carbinolamine. Et cette expérience tente à montrer qu'effectivement, CH2 réagit avec la flavine réduite pour donner probablement une flavine carbinolamine. Alors, nous avons été un peu plus loin et nous avons cristallisé, c'est pas moi, c'est Charles qui a cristallisé, et Ludovic Pecker qui a résolu la structure et qui a fait l'analyse structurale. Nous avons cristallisé donc cette enzyme TAX réduite en présence de formaldéhyde. Et là, on a été surpris de voir effectivement qu'une densité ici au niveau du N5 qui correspondrait et qui fit parfaitement avec un adduit carbinolamine. Vous voyez que cette carbinolamine est en interaction, est stabilisée par une molécule d'eau via une interaction ici, une arginine 174, qui polarise l'uracile du DUMP, et aussi est stabilisée par un phosphate ici qui prend la place du phosphate du DUMP. Alors, le modèle réalisé ici par Ludovic Pecker, qui est une superposition de la structure obtenue avec la structure de TAX en complexe avec le DUMP et le folate, montre qu'effectivement, cet adduit pointe parfaitement en direction, le carbone pointe en direction du C5, lieu de modification de l'uracile. Alors, moyennant une rotation
du OH, vous vous retrouvez ici à peu près à 2,4 Armstrong, une position idéale pour une attaque nucléophile du C5 sur ce méthylène électrophile, puisque pris entre deux hétéroéléments. Et d'ailleurs, cette attaque pourrait libérer une molécule d'eau assistée par un départ de molécules d'eau, et ces acides aminés qui sont conservés et qui sont une distance de liaison hydrogène avec le OH pourraient contribuer au départ de la molécule d'eau. Alors cette structure aussi montre parfaitement que l'iminium, puisque vous vous rappelez, je vous ai parlé de flaviniminium, si on avait à mettre un iminium ici, le CH2 serait premièrement éloigné, et deuxièmement, il ne respecterait pas une règle, qui est la règle de Bürgi-Dunitz, qui veut que le nucléophile qui attaque le système pi fait un angle obtus de 107 degrés, et de 107 degrés pour avoir une attaque efficace. Et dans ce cas, ces règles ne sont pas respectées. Donc, alors, est-ce que c'est la fin des mécanismes pour TAX? Je ne sais pas, mais nous, on a proposé un nouveau mécanisme faisant intervenir cette carbinolamine, et non plus cette flaviniminium, comme donneur de méthylène, où vous avez ici, donc formation de cette carbinolamine, et une attaque directement de type SN2 du C5 sur la carbinolamine, et vous transférez le méthylène, puis arrivé ici, vous réduisez par un transfert hydrure le méthylène en groupement méthyle. Alors, je vais bientôt terminer, mais mon cœur balance entre l'iminium et la carbinolamine. Alors, c'est vrai que c'est des espèces en équilibre. Ce qui est sûr, pour TAX, on a des informations structurales qui tendent à nous faire préférer la carbinolamine. Pour TRMFO, on ne sait pas. La spectroscopie est difficile. Les spectres d'absorption, sur la base des spectres d'absorption, c'est difficile de conclure. On n'a pas de structure de l'enzyme TRMFO avec l'ARN, donc on reste sur la flaviniminium comme agent de méthylation. Par contre, est-ce que ces espèces pourraient être retrouvées dans d'autres systèmes enzymatiques? Question. Alors, je vais bientôt finir. La réponse est peut-être oui. Le premier système est celui-là, un système enzymatique, POLB, appelé POLB, qui est un homologue de TAX et qui synthétise, qui est retrouvé chez les Streptomyces et qui méthyle l'UMP en 5 UMP, en 5 méthyl-UMP, et ce produit de réaction catalysée par POLB est un intermédiaire dans la voie de biosynthèse d'un antibiotique qui est la polyoxine. Un deuxième système enzymatique, c'est des homologues de TRMFO. On a remarqué que dans des molécules qui sont des bactéries avec un génome extrêmement réduit, le plus réduit qu'on puisse faire, possèdent d'autres homologues de TRMFO, notamment une RLMFO dont il a été montré qu'elle était responsable de la méthylation de l'ARN ribosomique en position 19-39, et cette homologue, elle a deux paires de cystéine, vous vous rappelez, essentielle à TRMFO, donc pourrait nous faire penser à l'intervention aussi de cette flaviniminium. Et une troisième TRMFO, qui sont appelées TRMFO-LAC, qu'on retrouve chez certains mycoplasmes, qui, elle, n'a pas ces deux paires de cystéine, mais surtout un modèle que nous avons fait montre qu'elle n'a pas, cette enzyme n'a pas de patch négatif qui nous ferait penser à une enzyme impliquée dans le métabolisme d'acides nucléiques. Et en plus, oui, je vous l'ai dit, elle n'a pas ces deux cystéines. Donc, est-ce que ce serait un système de méthylation de petites molécules ou je ne sais pas quoi de protéines? Ça reste à déterminer. Enfin, je terminerai par ce dernier exemple, qui est un complexe enzymatique qui catalyse une modification complexe de l'ARN de transfert, une carboxyaminométhylation de l'uridine 34. Et ce complexe enzymatique est formé de deux enzymes, MNMG et MNME. MNMG est un homologue de TRMFO qui possède ces deux cystéines,
Et ce système enzymatique, pour catalyser cette réaction, utilise du méthylène tétrahydrofolate, le GTP, le potassium, du NADH et de la glycine. Et l'une des hypothèses, notre hypothèse, c'est que dans ce cas-là, vous voyez, on n'a pas du tout de chimie redox, contrairement à TRMFO, où vous avez une conversion de ce méthylène. Alors, ce qui a été montré, c'est que le méthylène tétrahydrofolate, ici, le carbone, ici, le CH2, provient du méthylène tétrahydrofolate. Et là, vous voyez, vous restez CH2, alors que dans TRMFO, vous passez à CH3. Donc là, peut-être qu'on aurait une flaviniminium qui ferait le transfert de méthylène, mais il n'y aurait pas de redox qui suit. Donc on aurait un catalyseur, la flavine réduite serait recyclée. Et là, on perdrait la capacité redox, et cette flavine serait convertie aurait conservé juste la fonction de transfert de méthylène. Donc oui, la réponse c'est que cette flaviniminium a un beau futur. Ces espèces ont un beau futur radieux devant eux. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce travail et je vous remercie pour votre attention.